Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir à vous. Bonjour pour moi. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci de participer à l'émission Les cheveux dans les yeux. Donc, nous sommes ce soir en direct de Las Vegas. Et donc, il fait beau chez toi et chez nous, il fait un peu plus sombre, un peu plus nuit. Mais tout est bien organisé. On espère que la connexion va être OK. Donc, voilà, merci d'être là ce soir. Écoute, déjà, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. L'honneur est pour moi de faire partie de ton émission. Et c'est vraiment un honneur pour moi de parler un petit peu avec toi et puis parler un petit peu à ton audience en France. Alors, en fait, c'est une audience, je ne sais pas si tu le sais, c'est à destination des coiffeurs, mais également du grand public, parce que je trouve que notre métier n'est pas assez connu, n'est pas assez mis en lumière et que peu de gens savent combien combien de cordes, il faut pour être un bon coiffeur. Et en ce sens-là, tu représentes pour moi le coiffeur qui a réalisé son rêve américain, on va le dire, hein, d'entrée de jeu cash comme ça. Donc, on ne se connaît pas. On se connaît voilà, je te connais à travers les réseaux. Et ou de temps en temps, quand tu passes le balai en plein confinement ou que tu t'occupes à faire des choses. Mais c'est vraiment une petite fenêtre qui s'est ouverte comme ça sur ton monde. Et j'ai découvert une énergie, une pêche incroyable. Et donc, je voulais que tu nous partages aujourd'hui, Claude, la coiffure. Pourquoi ? Oui, bien sûr. Moi, déjà, c'est vrai que tu m'avais avec le balai pendant le confinement parce que j'ai eu une opportunité en plein milieu du confinement d'ouvrir un salon en plein milieu du confinement. Et je trouvais que le challenge était intéressant. Le deal était intéressant, le challenge était intéressant. Et donc, moi, j'ai ouvert mon dernier salon au mois d'octobre où on était ici en plein milieu du confinement. Il n'y avait plus grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de... Bon, Las Vegas, c'est une ville qui marche au tourisme. Mais il n'y avait plus d'avions qui atterrissaient à Vegas, donc on marchait qu'avec une clientèle locale, mais qui est quand même une ville assez grande, puisque c'est quand même 2 millions d'habitants à l'année. Mais les touristes, ça représente 40 millions de touristes par an, normalement, avant Covid. Donc c'est autre chose, quoi. C'est 20 fois plus, quoi. Et donc c'est pour ça que tu m'avais avec le balai, avoir de l'énergie, malgré tout, j'étais content. C'était un bon challenge. Mais c'est génial parce que c'est ce qui m'a fait m'arrêter sur ton profil. Je me suis dit, il y a un gars qui passe le balai, voyons qui est-ce. Donc, j'ai fait quelques recherches et là, j'ai vu que tu es un homme d'affaires averti, accompli et que donc tu es à Los Angeles. Donc, quel est ton parcours? Comment on arrive là Alors, comment on en arrive là? Déjà, on arrive là parce que, comme beaucoup de coiffeurs qui vont nous regarder ce soir, et je le souhaite que c'est comme ça pour eux, c'est déjà la passion qui te conduit. Ça n'a jamais été vraiment l'argent qui a conduit et qui a fait mes décisions. Donc, ça, c'est déjà très, très important. Donc, j'ai démarré un CAP, un brevet professionnel en France. Ah ouais, alors attends, pousse. Parce que je sais que tu es un hyperactif et moi aussi, donc on va être deux hyperactifs là. Donc, il faut que j'arrive à canaliser ça. En fait, la coiffure, pourquoi? C'est OK, tu fais un CAP coiffure, OK, ça, je l'ai vu dans d'autres interviews, mais pourquoi? Comment on arrive à se dire, tiens, je vais faire de la coiffure et pas autre chose? Alors, écoute, aussi loin dans mes souvenirs que je puisse me souvenir, je n'ai pas eu un jour où j'ai eu un déclic en disant c'est la coiffure. C'est vraiment arrivé, j'ai l'impression aujourd'hui, ou alors j'ai oublié pourquoi, ou j'ai oublié ce déclic-là, mais en tout cas, au plus loin que je me souvienne, je n'ai pas un souvenir précis d'avoir vu quelqu'un qui m'est fasciné ou quoi que ce soit pour être coiffeur. Ça a été un peu plus naturel, quoi. Ça a été naturel, quoi.
Est-ce que c'est une proposition non, qu'un conseil non, 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 d'orientation fait? non, 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 j'avais vu une conseillère d'orientation comme tous les élèves, je ne sais pas, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, qui m'avait mis sur des voies qui n'ont rien à voir avec la coiffure. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce bureau, quoi. Mais non, non, pour moi, c'était la coiffure. C'était, ouais, ça a été, ouais, ça a été le biais pour moi d'exprimer, de m'exprimer tout simplement qui je suis, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Donc, très vite, j'avais des rêves, mais des rêves dans la coiffure, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc, très vite, j'ai bifurqué sur une façon de travail qui n'a rien à voir avec 99% des coiffeurs, puisque moi, j'ai directement été saisonnier, en fait. Voilà. Je suis directement... Donc, très vite, après mon brevet professionnel, je suis parti faire des saisons dans les stations de ski et l'été au bord de l'eau, quoi. Et c'est avéré que j'ai atterri à Courchevel l'hiver et à Saint-Tropez l'été. Voilà, alors, tu vas nous donner deux noms rapidement de stars que tu as coiffés parce que, voilà, comme ça, on accroche direct l'audience. Oui, oui. En France, très rapidement, je suis devenu le coiffeur de Naomi Campbell, Catherine Zeta-Jones, Karl Lagerfeld. Voilà. D'autres personnalités encore, françaises, internationales. Et maintenant que voilà. Karl est décédé, peut-être que tu peux nous dire son secret pour ses cheveux blancs comme ça, ou alors il ne les avait pas encore blancs. Est-ce que c'était du talc? Non, ils avaient blanc, il avait les cheveux blancs, il avait une bombe aussi pour bien les blanchir aussi, un spray, mais bon, il avait les cheveux très blancs, très beaux. Et est-ce que tu as coiffé Baptiste? Alors, je l'ai connu parce qu'il était toujours avec, mais je n'ai jamais coiffé, non. Okay. Non, non. Je me souviens qu'on avait fait un photoshoot à l'époque avec Karl Lagerfeld, des gens rock à Saint-Tropez pour une musique. D'ailleurs, si vous tapez sur YouTube, je me souviens plus du nom de la chanson de Jean Rock. Ouais. Voilà, où Karl Lagerfeld faisait partie du clip avec Snoop Doggy Dogg. On avait fait ça, donc c'était moi qui étais le coiffeur qui avait coiffé tout le monde à ce moment-là aussi, par exemple. Okay. Donc c'était vraiment très sympa. C'est là où j'avais croisé tout le monde et j'avais connu tout le monde. C'était au tout début des années 2010. Donc en fait, tu travailles comme ça, l'été dans un endroit assez people, l'hiver dans un autre endroit branché. Et, ouais. Et ça te plaît finalement? Et ça me plaît parce que ça change. Il n'y a pas de routine. Ce sont des villes où moi j'aime beaucoup faire la fête. Voilà. Et c'est des villes où on fait la fête du matin au soir, tous les jours, 7 sur 7. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jeudi, il n'y a pas de lundi. Voilà, on démarre 4 mois de saison. C'est 4 mois non-stop sans un jour off. Ah. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai jamais eu l'impression réellement de travailler. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, voilà. J'ai dit, voilà, je vais interviewer Claude. J'ai prévenu tout le monde. Il va falloir que je gère l'énergie parce que il envoie du lourd. Moi, je le sens en termes d'énergie. C'est gentil. Ouais, donc voilà, je te racontais pourquoi Courchevel Saint-Tropez, pourquoi ça m'a plu énormément. Alors, au départ, c'est évident que moi, je suis d'Avignon. Voilà, donc je travaillais à Avignon, en fait. J'étais dans des salons à Avignon. Et si tu veux... très vite, après mon brevet, je voulais partir. Voilà, je voulais voler mes propres ailes. J'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort. Ça, c'est très important dans la carrière d'un entrepreneur. Pas que spécialement un coiffeur, mais dans la carrière d'entrepreneur. Parfois, de se mettre dans des situations de challenge, en fait. Des situations un peu inconfortables. Justement, pour aller puiser au fond de nous-mêmes qui on est et de quoi on est capable. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'efforts parce que déjà, ça demande un effort de ne pas avoir peur de l'échec. Et Dieu sait que si j'ai des succès, c'est parce que j'ai eu des échecs aussi. Ah, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa de nous en parler parce que les échecs en France, ils sont toujours cachés. Tu vois? Ah ben non, moi, au contraire, j'ai aucun problème à cacher certains échecs que j'ai eus. J'en ai eu. Et tu peux nous en raconter un? Est-ce que tu peux nous en raconter un d'échec? Oui, tout à fait. Je peux te raconter un échec. Donc, justement, ça faisait donc 5-6 ans que j'étais à Saint-Tropez et à Courchevel. J'avais mes salons à Saint-Tropez et Courchevel qui marchaient très bien. Donc, je commençais à gagner assez bien ma vie. Et donc, mais j'ai pas que ce côté de coiffeur artiste, j'ai aussi ce côté entrepreneur
qui me pousse à vouloir faire des affaires. Voilà. Et c'est vrai que j'ai voulu ouvrir un salon dans un centre commercial dans ma ville natale à Avignon. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai fait que des erreurs, en fait. Déjà, j'ai ouvert ce salon que par ego. Voilà. Je voulais revenir dans ma ville natale. Je voulais toujours faire partie de ma ville natale, faire un salon en plus de mes salons et arriver en gros patron. C'est moi, voilà. OK. C'est moi le boss. Voilà. Donc, énormément d'ego à ce moment-là. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est que je naviguais dans un monde de luxe où j'étais déconnecté des réalités au niveau de la valeur de l'argent. D'accord. Et donc, j'ai ouvert un salon en dépensant, en ne contrôlant aucun budget, en me faisant plaisir. Et donc, l'erreur propre de l'entrepreneur. Alors donc, du coup, évidemment… Est-ce que tu te rappelles du budget pour nous donner une idée? Ouais, j'ai dépensé 250 000 euros à l'époque, c'était en 2006. D'accord. Voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour un salon où je n'allais pas faire voilà, on travaillait avec des tarifs entrée de gamme et tout ça. Donc, quel que soit le volume que je faisais là-bas, j'avais des frais, des charges, des crédits, des loyers trop lourds. Et en plus, j'avais pris un salon qui faisait à l'époque 250 mètres carrés dans un centre commercial. Donc, 250 mètres carrés, c'est une taille, c'est assez gros pour la France, quoi. Et donc, en fait, j'aurais pu très bien marcher, mais il aurait fallu que ça ne me coûte pas 250 000 euros, pardon, et que je contrôle mieux mes budgets. Donc, l'ego, plus voilà, tout ça, ont fait que j'ai vendu le salon 3-4 ans plus tard. J'ai perdu beaucoup d'argent. D'accord. Mais la bonne histoire, c'est que j'ai monté ce salon de A à Z, qui était un très beau salon. Vraiment un très, très beau salon, peut-être trop avant-gardiste et pas du tout adapté à l'endroit où j'ai ouvert. Mais par contre, quand je suis arrivé aux États-Unis… Ça t'a servi? Avec mes business angels, mes financiers, en fait, les gens qui m'ont financé, mes partenaires, ouais, ça a été un grand succès. Parce que quand je leur ai montré ce salon-là, donc d'un côté, j'avais le savoir-faire de la clientèle de luxe de Saint-Tropez et Courchevel, mais aussi j'avais eu le savoir-faire de pouvoir créer parce qu'à l'époque, le salon, je l'avais créé de A à Z. J'avais été l'architecte de tout, quoi. Chaque prise où était le salon, c'était moi qui avais tout dessiné. La déco, le design. Donc, évidemment, quand je suis arrivé aux États-Unis et que je leur ai montré ce que je savais faire, ce que j'étais capable de faire, et ce salon-là, on va dire que j'ai rattrapé tout l'argent que j'ai perdu avec le partenariat que j'ai créé. Donc, du coup, tu as fait d'un échec une force. J'ai transformé un échec. J'ai transformé un échec en succès. OK, super. Donc, comme quoi, n'ayez pas peur de vous casser la figure. De vous casser la figure, parce que parfois, c'est en se cassant la figure qu'on crée des choses inédites. Ouais, inédites. Ouais. Donc okay. Ça, c'est top. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à Los Angeles finalement alors? Parce que c'est pas parce que tu fermes un salon que tu les fermes tous. Et c'est pas ça qui te décide à aller vivre à Los Angeles. Non, alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai vendu le salon d'Avignon et je me suis concentré sur Saint-Tropez et Courchevel parce que finalement, c'était ce que je savais faire, en fait. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est important de faire ce qu'on sait faire, de rester, voilà. Et si on veut se développer et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, savoir s'entourer des bonnes personnes. Savoir déléguer, savoir s'entourer, ça c'est très important, ne pas rester tout seul. Alors, donc du coup, je reste à Saint-Tropez-Courchevel, voilà, la parenthèse de ce salon-là est refermée, et puis voilà, j'ai des clients de tout azimut dans mes salons, des stars, des gens du milieu des affaires, tout ça, et dans mes clients, je rencontre Steve Wynn, qui est le créateur de Las Vegas. C'est lui qui a créé tous les plus gros casinos de Las Vegas, le Bellagio, le Mirage, le Wynn, le Encore, le Golden Nugget, tout ça lui appartenait. D'accord. Et c'est lui qui a tout créé. C'était mon client. OK. Ouais, c'était mon client. Voilà. Et je l'avais pendant des années. Et on s'entendait extrêmement bien.
Et puis en 2012, il me fait une proposition. Il me dit voilà, j'ai mes nouveaux hôtels, mes 2 nouveaux hôtels, le Wynn et l'Encore. Ils sont ouverts depuis 4-5 ans, mais les salons, ça ne décolle pas. Les salons, ça ne décolle pas. J'ai envie de monter un concept, d'avoir un chef, comme un resto étoilé, en fait. Oui. Donc, je cherche un coiffeur avec une Étoilé. autorité, un savoir-faire. Voilà. Et donc, je te propose de venir me voir à Vegas de suite, la semaine prochaine. Tu regardes les salons, tu me fais une audit. Et si tu es OK, tu ouvres tes salons chez moi, dans mon hôtel. Donc, je suis arrivé, il y avait 2 salons existants. D'accord. Voilà. Qui tournaient déjà, qui vivotaient, on va dire, qui vivotaient, voilà, qui tournaient, qui vivotaient. C'était pas, mais il paraissait vide parce que déjà chaque salon faisait 800 mètres carrés. Waouh. Donc là, on arrive dans une taille qui est pas du tout. Mais sur un étage ou sur plusieurs sur étages? Un seul étage. Il y avait 2 salons en fait. Il y avait 2 hôtels, donc un dans chaque hôtel. Les 2 salons faisaient 800 mètres carrés. Ah oui, c'est énorme. Donc, j'arrive et donc, personne ne me connaît à Vegas. Je suis total incognito. Je vais dans le salon. Je fais coiffer mon épouse qui était avec moi, qui était venue avec moi. Je regarde ce qui va pas. Il n'y a rien qui allait. Ou du moins, il n'y a rien qui se faisait à notre sauce, à nous, à la française. Enfin, tout était fait à l'envers de ce que nous, on apprend en France. Tu pourrais nous donner un exemple, un petit exemple concret et rapide pour qu'on ait une idée. Qu'est-ce qui ne se fait pas en France? Alors, déjà, le salon n'était pas, les 2 salons n'étaient pas faits pour être accueillants à la clientèle. D'accord. Donc, les salons, au niveau de la déco, ils étaient totalement rococo, comme on dit en France. Okay. Le design, tout était mal placé. Les bacs à shampoing n'étaient pas au bon endroit. Le make-up n'était pas au bon endroit. Les stations de coiffure n'étaient pas bien placées. Enfin bref, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a aucun accueil. Il n'y avait pas du tout de consultation avant quand la clientèle arrive. Donc, l'accueil était inexistant. Aucune consultation. Aucune proposition de vente. Enfin, je peux en sortir comme ça. D'accord. Ah ouais, c'est énorme. Enfin, il y avait... Tu vois, aujourd'hui en France, nous, on suit des coiffeurs un peu branchés, enfin moi j'en suis, qui justement vont sans cesse aux États-Unis pour trouver de nouveaux produits. Alors, non. Alors là, en termes de produits, ils ont ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. En termes de produits, aux États-Unis, vous avez tout ce qu'il faut. Mais en termes de savoir-faire, de culture du salon, créer la culture d'un salon, en fait, créer l'expérience clientèle. C'est important de... Moi, je cherche pas à me faire une clientèle. Je m'en fous de la clientèle, en fait, pour être honnête. Je cherche pas à me créer une clientèle. Je cherche à me créer une fan base. Moi, je veux que mes clientes soient fans du salon. Ne soient pas clientes, je veux qu'elles soient fans du salon. Donc, ça veut dire qu'on va pousser l'expérience de la cliente un cran au-dessus. Une cliente, une cliente, s'il y a un nouveau salon qui ouvre dans la ville, elle va aller essayer. Elle va essayer. Une cliente, ça essaie. Oh, c'est nouveau, c'est machin. Alors, peut-être qu'au début, elle dit ouais, mon coiffeur, il est gentil, je peux pas lui faire ça. Mais si elle a une copine, 2 copines, 3 copines qui y vont, à un moment donné, elle dit je vais tester pour un brushing. Allez, c'est un brushing, j'ai un mariage. Mon coiffeur, il est en vacances, j'en profite. Hop. Et donc, après, vous pouvez la perdre. Quand elle est fan et qu'elle a un truc chez vous qu'elle n'a pas ailleurs, qu'elle sait qu'elle n'aura jamais ailleurs, elle n'ira pas, quoi. C'est clair. Donc, cherchez à créer des fans de votre salon. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, les réseaux sociaux, tous les outils qu'on a sur les réseaux sociaux, le marketing, le pire, enfin, on a tout pour que vous soyez dans un petit village de Lozère ou à Las Vegas, c'est pareil. Exact. J'ai bien compris que donc tu as, tu as fait un décor, enfin, tu as pu créer un décor comme il te plaisait, sûrement quand tu as… Ouais, c'est clair. Moi, je suis allé quand j'ai vu. Mais après, je suis allé aussi voir mes compétiteurs, très important. Je suis allé aussi chez mes compétiteurs. Quelle est ta différence? C'est ça que je voulais te demander. En fait, c'est ça que je voulais te demander. Des fois, je répète, t'inquiète pas, c'est pour Maxime et Coupe quand on est 2 à parler en Zoom, d'accord? Qu'est-ce qui a créé ta différence là-bas à Los Angeles? Alors, à Las Vegas.
Alors, Ah oui, pardon. Oh, ouais, c'est pareil parce que ça je veut suis dire que beaucoup à le Los Angeles prochain, aussi. peut-être, il est Non, là-bas. non, mais voilà, on est. S'il n'y avait pas eu le Covid, on serait déjà ouvert là-bas. Voilà. Ouais, j'allais te dire là, pour que ça me soit sorti comme ça se peut hein, que le prochain il soit. Non, mais je suis beaucoup à Los Angeles déjà. Je suis énormément à Los Angeles parce que je fais aussi beaucoup de travail en dehors du salon. Des photoshoots. Donc, c'est tout à Los Angeles que ça se passe. Les Oscars, les Golden Globes. Donc, j'ai des Non, mais salons. alors Voilà. attends, je fais pause parce que je ne sais pas si tu es au courant de ma spécialité en Non. coiffure, c'est que je travaille à l'intuition. Donc, quand j'ai des choses comme ça qui me viennent, vous, alors Oui, je bien sûr. n'étais pas là, je me dis, attends, il faudra surveiller qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas plus tard, peut-être. Bah, on en parlera, bien sûr, on va en parler. On va en Ok, parler. donc en Donc tous les voilà, cas, pour en revenir à Vegas, bah ouais, déjà le design du salon, le layout du salon, la façon dont il était créé, la façon dont les clients naviguaient, il n'y avait aucun zoning, il n'y avait rien. Donc en fait, voilà, mon client me propose un contrat, me dit voilà, ok, qu'est-ce que tu en penses? Je dis bon, je pense qu'il y a beaucoup à faire, il y a tout à faire. Il me dit ok, très bien, est-ce que, bah, écoute, on démarre une carte verte et comment tu fais avec tes affaires en France? Je dis bah, écoute, je lâche toutes mes affaires en France et dans 6 mois, je suis là. énorme. Donc, mais quand je suis arrivé 6 mois plus tard, il faut savoir qu'on ne m'a pas tout servi sur un plateau. On ne m'a pas dit Oh, ok, tu arrives et j'imagine. ça y est. Oh, Non, j'imagine. le premier, l'histoire aurait pu durer 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'aurais pu revenir en France comme rester ici. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, euh, moi, j'avais besoin d'investisseurs pour faire ce que je voulais. Donc, il fallait absolument que la compagnie, l'hôtel, mon client me suive et qu'on soit partenaire à 100%. Donc, il fallait qu'il me donne vraiment les budgets dont j'avais besoin. Ok. Donc, pour cela, là, c'est vraiment qu'un côté entrepreneur qui rentre en En compte. ligne de compte. Ça veut dire que là, il faut que je lui fasse une vraie proposition, un vrai business plan et que je lui fasse un véritable audit du salon. Ça m'a pris 3 mois. D'accord. Au bout de 3 mois, j'ai eu un meeting avec lui, donc propriétaire de la compagnie, plus tous les associés de la compagnie, tous les directeurs, tous les présidents qui sont, voilà, savoir que c'est une compagnie qui est cotée en bourse, donc c'est une compagnie publique. C'est pas un hôtel privé, c'est une compagnie publique. Donc c'est une compagnie qui est cotée à Wall Street et donc donc là on rentre dans du côté entrepreneur, mais très haut niveau, quoi. Ok. Moi, c'était ma première fois. Ben ouais, moi, je travaillais dans un salon, j'avais 2 salons en France, ils faisaient 50 mètres carrés chacun, j'avais 4-5 employés. Là, je me retrouve à devoir lever des fonds. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein, ce que tu dis avant, comme ça, Ah, mais là. c'était extraordinaire. C'est Moi, déjà difficile, hein. Mais c'est pas dit que je ne refinisse pas ma carrière à Saint-Tropez un jour ou l'autre, ou quand j'en aurai marre, et je serai le plus heureux du monde. Hein. Attention, moi, ça, je renie pas, au contraire. Tu as quelqu'un qui t'aide à rédiger ce business plan, cet audit ou Non, j'avais personne. Okay. Non. Voilà. Donc, je me mets à travailler tout seul, ça prend 3 mois. Voilà. Et au bout de 3 mois, je me retrouve dans une salle de conférence avec une table ronde, comme dans les films, avec d'hommes d'affaires. Voilà. Et à moi de leur montrer leur salon actuellement, comment il est, ce qui va pas, ce que je vais faire, pourquoi ça va marcher, le training, le marketing, comment on va employer les gens, comment on va les payer et tout ça. Donc, et il s'est avéré que le lendemain matin, j'avais doublé les fonds qu'ils devaient me donner, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu as transformé ils étaient tellement excités que, voilà. Bon, à l'arrivée, voilà, donc j'avais mes partenaires qui étaient décidés à payer et à investir avec moi massivement. Parce que du coup, tu as signé des contrats, ça aussi, juridiquement, je présume qu'en France… Alors là, j'avais un avocat, évidemment, bien sûr, j'avais un avocat bilingue. Je vous conseille de le prendre bilingue, d'accord? Il y a plein d'avocats aux États-Unis, français, qui sont justement, qui, si jamais un jour vous partez, vous avez une opportunité aux États-Unis, surtout prenez un avocat qui parle les deux. Moi, j'en ai un très bon sur New York qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça c'est très important. Oui, donc et j'ai complètement oublié de te demander, tu parlais l'anglais déjà avant? Je baragouinais, ouais. Tu baragouinais. Ouais.
ça peut aider de parler un peu l'anglais. Tu avais appris Mais ça l'anglais? aide, ouais, il faut un minimum de base quand même. Ouais, ça va, Bah oui. j'avais un minimum. Bah, le fait que j'étais à Courchevel, à Saint-Tropez, où la plupart de ma clientèle parle anglais, est touristique, étrangère. Parce que nous, en Donc, coiffure, on n'a pas de cours d'anglais, hein. Moi, je tiens à préciser ça, c'est dommage. moi, je vais vous donner un conseil, vraiment le meilleur des conseils que je peux vous donner à tous les coiffeurs qui m'écoutent aujourd'hui, de 7 à 77 ans, d'accord? Quel que soit le moment de votre carrière. Euh, la clé pour réussir, c'est investissez sur vous-même. Investissez dans vous d'abord. C'est vous. Investissez pour vous développer vous-même. Mais ça ne veut pas dire que aller faire des stages chez L'Oréal, chez tel coiffeur ou tel coiffeur. Non, non. Ça veut dire lisez, apprenez. D'accord? Ça veut dire, si vous avez besoin d'apprendre l'anglais, apprenez l'anglais. Retournez pas à l'école, hein, mais apprenez l'anglais. Si vous avez besoin d'apprendre l'anglais, apprenez quelques mots en anglais. Ça s'appelle l'investissement sur soi. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a des techniques sur Internet, où vous pouvez apprendre l'anglais vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cours. N'importe quoi que vous faites, investissez en vous. Quand vous faites du sport, quand vous me parliez exactement de ces entrepreneurs avec qui vous avez des séminaires parfois et qui font 10 km le matin, c'est un investissement sur soi-même, ça. Ah C'est non, un mais investissement. ils sont ultra. De toute façon, les coiffeurs qui vont en Ça, séminaire, ils se payent le séminaire pour, pas tous, mais pour la oui, mais plupart, c'est déjà il un se paye, investissement. il se paye un séminaire, c'est de l'investissement, mais aller courir le matin pour soi-même, c'est un investissement. Moi, je fais 2 séances de sport par jour. C'est pour moi un investissement personnel qui me permet de me développer dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, investissez dans vous. Voilà. Et parce que quand on veut faire des affaires, quand on veut développer, quand on veut avoir un rapport avec une clientèle, il faut savoir parler. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que tu conseillerais de… Ah, je vais rebondir sur un truc un peu facile, mais comme mon but dans cette émission, c'est d'arriver un jour à interviewer David Laroche, et je n'ai pas dit Oui. mon dernier mot à ce sujet-là, peut-être tu pourras… Je peux éventuellement faire quelque chose, étant donné Eh bien, que… écoute, j'ai vu cette interview et je voulais te demander, est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs d'investir sur un coach pour arriver à mieux se définir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, ça c'est très important. Moi, j'ai la chance, on s'est connus avec David Laroche, on a un mentor, lui et moi, on a le même mentor qui s'appelle Tony Robbins. Alors, Tony Robbins, c'est exactement David Laroche en version américaine. Et je connais. Voilà. Et David Laroche fait partie des clients réguliers qui vont au séminaire de Tony Robbins. Okay. Et moi, Tony Robbins, c'est un client à moi. Je le coiffe, c'est mon ami, voilà, depuis que je suis aux États-Unis avec sa femme. Et lui m'invite régulièrement dans ses séminaires. Et donc, ça fait partie de ma formation aussi. Donc, c'est de l'investissement. Il y a des séminaires personnels, il y a des séminaires business. Voilà. Et donc, j'ai rencontré David dans ces séminaires, en fait. Et donc, ça, c'est de l'investissement. Oui, bien sûr, je vous conseille d'investir dans un coach. Moi, j'ai démarré un programme aujourd'hui que j'ai travaillé. J'ai eu la chance de travailler en France un petit peu avec Éric Dumont, oui. Voilà, qui est un homme top. Avec qui j'ai une super relation. Et à qui on passe le bonjour, du coup. Voilà, évidemment. Et donc, moi, j'ai un programme aux États-Unis qui s'appelle Master Evolution. Et donc, c'est un programme qui regroupe un 360 degrés du milieu de la coiffure. Donc, il y a une partie où on va parler technique, artistique et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais il y a aussi une très grosse partie coaching, business. C'est très important. Voilà. Et j'ai trop vu dans ma carrière des coiffeurs exceptionnels, des artistes exceptionnels et qui ont plafonné parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas les clés, les ressources. Ils n'ont jamais eu accès aux ressources pour développer une affaire, développer une démarche, développer une marque. Aujourd'hui, développer un social media, un réseau. Donc, ils n'avaient pas la clé à la formation à ce niveau-là. Et donc, ça les a toujours bloqués. Ça les a bloqués. Ok. C'est vrai que nous, dans nos études, on fait pas une école de commerce, on fait pas. Donc,
on nous donne 2-3 clés sur le plan d'amortissement, des choses comme ça, mais ça s'arrête très, très vite. C'est très sommaire. Hein. Ouais, c'est très, 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 trop, Oui. trop Ah ouais, sommaire. non, mais il y a des. Il faut. Voilà, moi, je veux dire, même, j'ai eu des élèves, j'ai des élèves dans mes cours qui avaient des centres de coiffure qui faisaient entre 17 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, pour développer le chiffre d'affaires, en fait, à ce niveau-là, il y a deux solutions. Il y a la solution marketing externe qui prend du temps et qui coûte de l'argent. Et parfois, quand on est un entrepreneur et on fait des chiffres d'affaires entre 15 et 30 000, on n'a pas forcément la capacité d'investir massivement dans un plan marketing qui va porter ses fruits rapidement. Donc, ça prend du temps et on n'a pas de temps à ce niveau-là. Quand on démarre une affaire, quand on a une affaire et qu'on est dans cette zone-là, on n'a pas de temps. Donc, en fait, ce que moi, je leur apprends à faire, ben, c'est à développer cette clientèle-là, en fait. Parfois, n'allez pas chercher dehors du chiffre d'affaires. Parfois, développer votre propre chiffre d'affaires. Donc, déjà, moi, dans mes cours, après, je fais des cours des one-on-one. Tu donnes des formations, c'est ça? Eh bien, ouais, c'est ça. On analyse les chiffres du salon. Donc, moi, 30 000 euros, si mon élève, elle fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Par mois ou par an? Par mois. Si elle fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, son salon c'est une entrepreneur, elle fait 30 000 dollars par mois. Eh ben, on va voir comment, on va disséquer chaque service. Le service soin au bac, le service couleur, le service balayage, le service revente. Et on va voir combien chaque service représente, quel pourcentage il représente par rapport au chiffre global du salon. Et on va se donner des objectifs pour augmenter mois par mois ces chiffres. Ces chiffres, en fait. Et son chiffre, il va grossir, mais il va grossir avec son actuelle clientèle. Mais ça va faire boule de neige parce que, du coup, pour y arriver, on va devoir créer une expérience. On va devoir créer un programme de training pour les employés parce qu'évidemment, on ne peut pas développer si on n'est pas entraîné. Évidemment, on ne peut pas faire du soin si on n'a pas la bonne technique de training pour les soins. C'est la base. Hein. C'est la base. C'est la base. On a perdu, oui, c'est la base. On a perdu avec les 35 heures, hein, moi je trouve. Voilà, c'est la base. Donc, et du coup, c'est magique parce que chaque mois, il y a de la progression. Chaque mois, on gagne 3, 4, 5, 6% en plus de couleurs. Est-ce que tu suis les coiffeurs après? Est-ce que tu fais de la formation puis du mentoring Oui. Je suis toujours très dispo. Hein. J'ai eu des élèves encore l'été dernier, donc ça fait bientôt 1 an. Et on a un groupe chat et souvent, quelqu'un qui a un problème balance une idée, balance une question ou alors ils peuvent me contacter. Ouais. Moi, j'aime bien voilà, moi, ce que je fais, je le fais par passion. Donc, j'aime bien suivre, j'aime bien voir les résultats. Et moi, quand il y a des choses, même parfois, je suis ces élèves sur des réseaux sociaux. Donc, il y a sur mon planning de formation, sur mon programme de formation, il y a une partie où je leur apprends à créer une culture dans le salon. Il faut qu'on trouve la culture du salon. Chacun a sa culture et il faut une culture. Tout simplement, créer la culture, créer l'image de marque, créer le branding. C'est très à la mode, ces mots-là en ce moment. Est-ce que tu peux expliquer le branding, le storytelling pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ça rapidement? Ben oui, en fait, voilà, vous avez votre propre, on va dire, chaque coiffeur, chaque région, chaque salon a sa propre identité. Voilà. Donc, en fait, il faut pousser dans son identité. Il y a je prends une idée par hasard, une identité. Moi, mes salons, c'est des clubs. J'aime la fête. Comme je t'ai dit au début de l'interview, j'aime la fête. D'accord? Donc, mes salons, il faut qu'ils aient un côté très haut de gamme, très luxe, mais d'un autre côté aussi très fête. Pourquoi? Parce que j'ai grandi à Saint-Tropez, à Courchevel, voilà. C'est mon identité, c'est ma vibe. Voilà. Où j'allais dans les bars, les restaurants, les hôtels, il y a toujours eu de la musique, de la fête, de la bonne ambiance. Donc, je crée, ça, c'est mon identité. Chez moi, dans mon salon, voilà. Il y a un DJ. Il y a un DJ, il y a des lumières,
On éteint les lumières, on coiffe dans le noir voilà, avec des lumières comme en boîte de nuit, souvent l'après-midi quand c'est plein, avec des petits passages comme ça fait rire tout le monde, ça crée une super ambiance. Voilà. Je forme mes coiffeurs, donc aujourd'hui, même mes clientes à moi, perso, connaissent toute mon équipe. Euh, une cliente d'un de mes coiffeurs me connaît, elle est à l'aise avec moi, avec tout le monde. Voilà. Ça, c'est mon identité. Parce que donc, tu me racontais il n'y a pas si longtemps que l'expérience client n'existait pas parce qu'il y avait aussi de la location de fauteuils, qu'en France, c'était très différent et je tenais juste, c'est le seul point duquel on avait parlé, et je tenais à ce que tu nous expliques la chance qu'on a peut-être en France par rapport enfin, la facilité de recruter aux États-Unis, mais par contre, le manque de connexion avec la clientèle que toi, tu as recréé, si j'ai bien compris. Ben oui, parce qu'en fait, alors, ça, c'est un tout autre sujet qui a été un débat énorme, à savoir que moi, mes salons, je trouve un succès. C'est pas facile, attention, même ce que j'envoie dans les réseaux, les images sont jolies, c'est sympa, mais il y a un très gros travail derrière qui est compliqué, qui n'est jamais facile, mais bon, qui est passionnant. À savoir qu'aux États-Unis, 95% des salons, c'est de la location. Donc moi, quand j'arrive avec un salon, je crée une identité et je crée une équipe. Évidemment, les clients n'ont pas l'habitude. Parce qu'elles, quand elles sont habituées 9 fois sur 10 à aller dans des salons où elles rentrent, c'est totalement impersonnel. Enfin, elles s'assoient, c'est des suites en fait. En plus, aux États-Unis, la plupart des salons comme ça, ils louent des box. C'est comme des box. Voilà. Parce que c'est ce qui va nous arriver en France. C'est ce qu'on nous propose. C'est ce qui va arriver en France. Donc, je tiens directement à prévenir qu'on va perdre le côté humain. Alors là, bien sûr, il n'y a plus le côté humain. La réceptionniste, elle s'en fout complètement. Le patron du salon, il s'en fout de ce qui se passe. Voilà. Donc, en fait, aux États-Unis, on compare ça, en fait, et c'est rigolo parce que je faisais justement une formation avec des Américains que j'avais, parce que je fais aussi des formations avec les Américains. Et justement, une élève me disait, en fait, tu as raison, Claude, parce que moi, je suis travaillé dans des salons à Suite, mais en fait, mon salon, il ressemble à un cimetière, en fait. Vous savez, quand vous êtes dans un cimetière, vous avez toutes les tombes les unes à côté des autres, vous avez chaque famille, personne ne se parle. C'est gay, hein, en termes d'expérience. Mais nous, aujourd'hui, alors je ne sais pas en France à quel point ils sont poussés les concepts de location et de suite, mais c'est vrai que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Quand vous rentrez, vous avez un couloir, et vous avez des portes, et vous avez une petite chambre, et vous rentrez dans la chambre, évidemment, avec un petit placard en bois, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de design. La coiffeuse, elle n'a souvent pas accès à la formation. Donc, la coiffeuse, la cliente, elle va à ce moment-là chez le coiffeur parce qu'elle ne connaît personne d'autre. Donc, elle y va pour se faire coiffer. Alors que chez moi, elle ne vient jamais pour se faire coiffer. Ma cliente ne vient jamais pour se faire coiffer. Elle vient pour être belle, elle vient pour sourire, elle vient pour être joyeuse et éventuellement, à la fin, elle se fait coiffer. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau si elle est coiffée, c'est sympa. C'est la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai des clients qui passent parfois me voir au salon juste pour prendre un café, pour rigoler, pour me voir, et ils repartent. Bon, ça arrive parce qu'ils savent que chez moi, c'est comme un bar. C'est ce que j'ai voulu créer. C'est ça mon identité. D'accord. C'est ça mon identité. Donc, c'est ça que j'ai voulu créer. Voilà. C'est ça que j'ai toujours créé dans tous mes salons. Voilà. Et éventuellement, parfois, quand c'est plein de monde, c'est blindé et que je sais que ça va être la cohue, qu'on va être débordé, bah ouais, il y a un DJ un peu plus péchu, on fait un peu d'activité. Ça permet aux clients de passer un bon moment et d'être un peu plus patiente si jamais j'ai 5-10 minutes de retard. Voilà. D'accord. Donc, ça aussi, ça fait partie du concept, du truc. Mais oui, évidemment, moi, je sais que c'est pas le même métier. C'est un métier totalement différent. La location et un salon classique, proprement dit, classique pour nous. Hein. Oui. C'est pas mon métier. Je pense pas que je saurais faire. Ok. Voilà. Et tu m'expliquais également la différence du coût des charges en France et aux États-Unis, parce que ça, c'est le côté sympa quand même aux États-Unis, que nous, on a perdu complètement, enfin, qu'on n'a jamais eu, je pense, en France. C'est que le coût des charges est super light. Ouais. Ben, moi, en charge, un employé me coûte entre 8 et 14% maximum. Voilà. Et en France, tu dirais combien? Ben, en France, je pense que c'est le double, non? Moi, à mon époque, c'était le double. Je donnais 1500 balles net à un employé, ça me coûtait peut-être 2007, 2008 chargé, quoi. Okay. Là, quand je donne 1000 balles à un employé,
ça me coûte entre 80 et 140 $ de plus quoi, de charge. Ok. Donc, personnellement, j'emploie du monde, quoi. J'ai du monde. Ce mois-ci, j'ai encore embauché dans mon nouveau salon 5 personnes. Ok. Voilà. Du coup, tu peux payer mieux tes coiffeurs et Oui, peut-être qu'il y a moins de turnover, je ne sais pas. Ouais. Il y a beaucoup moins de turnover Ouais. parce qu'ils gagnent bien leur vie et que ce n'est pas tous les coiffeurs qui ont un feeling d'entrepreneur. Et à savoir que les Américains ne savent pas réellement créer les salons comme nous, on les crée. C'est-à-dire, le salon classique, comme nous, on connaît, gérer une équipe, gérer les coûts, faire les budgets, les machins, le côté, ils ne savent pas faire. Ah Eux, ouais. quand ils montent un salon, ils louent, en fait. Ils louent. C'est énorme parce que nous, on a l'impression qu'ils savent très bien faire ça. Non, ils louent. Ils louent. Après, moi, à Los Angeles, je connais des coiffeurs, j'ai des concurrents à Los Angeles, des confrères. En termes de marketing, de branding, ils sont exceptionnels. Exceptionnels. Okay. Ça, ils savent faire. Ça, ils sont très, très forts. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, j'ai dû mettre à la page. Et ça c'est quelque chose, parce que j'ai pas que donné en Amérique, j'ai aussi beaucoup reçu, beaucoup appris. Et ça fait partie des choses les plus intéressantes que j'ai appris, ce côté branding, ce côté marketing, ce côté social media. Et j'apprends encore tous les jours, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et c'est top. Et c'est vraiment excitant. C'est vraiment excitant. C'est un autre métier. Moi, je trouve que pour avoir été formée aussi, et je continue par des clients qui travaillaient dans le marketing, ça m'a ouvert une fenêtre où je me suis dit, waouh, mais comment est-ce qu'on peut ne pas connaître ça? Comment est-ce qu'on peut ne pas nous avoir formés à ça? Comment est-ce qu'on peut être dans le néant comme ça à ce point-là? Alors, moi, si vous voulez, je vais vous raconter une histoire que je raconte. Allez, je vous fais un petit 3 minutes, s'il y en a 3 minutes. Je te raconte une petite histoire, 3 minutes pour vous, là, tous les gens qui nous écoutez, pour vous expliquer comment, en fait, faire que votre salon va être différent des autres. Parce qu'à l'arrivée, on a une multitude de salons autour de nous. Hein. Il y a des salons à tous les coins de rue, d'accord? Et à l'arrivée, on vend tous la même chose. On vend tous du brushing et des très bons coiffeurs. On est tous meilleurs les uns que les autres. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait. Faut faire la différence. Et moi, je vais expliquer. Et c'est ce jour-là, c'était la veille de mon mariage, donc il y a à peu près 12-13 ans de ça. Donc, ça, c'est une histoire que je raconte dans toutes mes formations à mes élèves et que c'est le début, en fait, quand on parle de branding et d'identité de culture, c'est avec ce genre d'exemple qu'on démarre le cours, en fait, et que je leur apprends, je leur fais comprendre les choses, tout simplement. Donc, j'avais 2 tenues pour mariage, puisqu'il y avait la cérémonie religieuse et la cérémonie civile. Et j'avais 2 tenues, deux tenues différentes, une marron, une noire. Et à l'époque, la mode, c'était d'avoir une ceinture Gucci, vous savez, le double G Gucci, en fait. Ça, c'était super à la mode à l'époque. Et donc, moi, je voulais une ceinture Gucci marron, avec le double G marron, et la ceinture noire, qui aille, voilà. Donc, je ne voulais pas dépareiller. Donc, je suis à Cannes. Voilà, je suis à Cannes. Et je rentre dans une boutique multimarque. Et je vois qu'ils font Gucci. Donc, je fais le tour de la boutique. À l'intérieur de la boutique, donc, je vois des vendeuses habillées sans uniforme, sans rien. Monsieur, si vous avez besoin de nous, on est là. Et juste comme ça, quoi. Ok, très bien, pas de problème. Ok, très bien. J'arrive, je vois la ceinture. Oh, je la prends, je vois ma taille, je prends la ceinture, nickel. J'arrive à la caisse, je paye, la nana. Ok, merci beaucoup. Vous voulez quelque chose d'autre? Non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Je suis parti. J'ai payé, ça a coûté à l'époque 300, 400 balles une ceinture Gucci, donc c'est quand même un certain prix. J'ai pas eu d'expérience particulière, quoi. La ceinture, je l'ai achetée exactement comme si je l'avais achetée chez Zara à 30 $. Voilà, pareil. Okay. Bon, il n'y avait qu'une seule couleur. Il me fallait la deuxième couleur. Donc, je tourne, je vire dans le Cannes et je vois la boutique Gucci. Je sais plus si c'était à Cannes ou à Saint-Tropez, au même jour ou 2 jours après. Enfin, bref. Et là, je rentre dans la boutique Gucci. Alors là, déjà, j'ai un mec qui m'ouvre la porte. Là, déjà, je vois des nanas, petit uniforme, petit machin, super belle, coiffée, jolie, classe, élégante, beau tailleur, Gucci. Monsieur, comment allez-vous? Bienvenue chez nous. Enfin, tout le tralala. Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Je cherche la ceinture, une ceinture Gucci comme ça. Non. Ok, donc on va dire que c'est l'article le moins cher de la boutique. Hein. Il y a des articles à 5, 10, 15 000. Pour eux, c'est rien. Oui. Mais elle s'est occupée de moi.
elle m'a vendu le truc comme si j'étais un milliardaire. Donc, l'expérience n'est plus la même. J'arrive à la caisse, elle me donne un plateau. Vous payez, comment vous payez en cash Elle me donne un plateau pour mettre ma carte bleue. Elle voit mon nom sur la carte bleue. Monsieur Baruch, très bien, voilà, machin, me donne. Elle prend la ceinture, elle enroule en du papier, un petit scotch Gucci dans un sac, un petit nœud. Elle prend le sac, elle m'accompagne à la porte, elle m'ouvre la porte. Monsieur Baruch, on sera plaisir de vous recevoir la prochaine fois. Merci. Mais si à l'époque j'avais 15 000 dollars dans ma poche, j'aurais dépensé 15 000 dollars ce jour-là. Ouais. Ah ouais. Et Oui. donc, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux quelque chose Gucci aujourd'hui, quand je veux un article Gucci, où je vais? C'est Gucci. À la boutique Gucci. Voilà, bah, tout simplement. Voilà. Quand je veux, voilà, tout simplement. Donc, ça, eh ben, nous, coiffeurs, c'est pareil. Donc, moi, aujourd'hui mes salons à Las Vegas, j'ai été quand j'étais dans les hôtels, j'étais noté comme j'avais un guide, le guide Forbes, qui est l'équivalent du guide Michelin aux États-Unis. OK. Et pendant 5 ans, tous les mois, donc pendant 60 mois, parce que j'avais eu 60, voilà, j'ai eu 5 étoiles, le maximum. D'accord. Ça veut dire que l'expérience était parfaite. Mais tout était réglé. Ça veut dire que la réceptionniste savait le comportement qu'elle devait avoir, les mots qu'elle devait utiliser, l'attitude qu'elle devait avoir. Le coiffeur, c'était pareil. La manucuriste, c'était pareil. La make-up, c'était… Voilà. Donc, j'ai créé quelque chose qui fait que ça roulait comme une horloge suisse, quoi. C'était voilà, quand tu rentrais chez moi, il y avait un flow, quoi. Voilà. Et tout était voilà. Donc ça, c'est mon identité. C'est comme ça que je travaille, c'est ça que j'aime. Et évidemment, si je prends un salon où je loue des fauteuils, je perds le corps de mon métier, quoi. Je perds le corps le cœur de l'expérience. C'est vraiment ton cœur. L'expérience que tu vas faire vivre, c'est vraiment ce qui te tient à cœur et ce qui fait que tu vends comme tu vends et que tu as une fan base. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Ça fait penser un petit peu au jeu, tu sais, c'est pas du baseball, si. Tu sais, avec, comment ça s'appelle? Ils vont sur des bases. Ouais, baseball, ouais. Ouais, au baseball, pardon. Je joue pas tellement à ces trucs-là. Mais j'ai vu ça à New York et a priori, ils sont fans. Ils vont jouer là tous les soirs. Mais ça, moi, je comprends pas. J'ai jamais compris les Américains. Ça veut dire que c'est un sport que je comprends absolument pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai des copains américains qui ont essayé de m'expliquer et tout ça. J'ai jamais rien compris ce sport. Ils me disent ouais, mais t'inquiète pas, il faut aller le voir en vrai. À la télé, ça rend rien. Je suis allé une fois voir en vrai. Je me suis endormi. Les mecs, ils passent 3 quarts du temps à manger. Tu vois, ils ont des bases sur lesquelles ils doivent aller. C'est pour ça que je disais fanbase. Non, mais ça, par contre, si vous avez des problèmes d'insomnie, ne prenez pas de cachet. Mettez un match de baseball et vous garantis, vous dormez en 5 minutes. Hein. Alors là, je ne suis pas sûre qu'ils vont tous être d'accord. Mais en tous les cas, là, tu nous as donné. Mais en tout cas, en France, oui, pour nous, Français, on ne comprend rien à ce sport. Hein, je peux vous dire que… Non, mais tu sais que cette émission a un but international à la fin, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, peut-être, marketingment parlant. Tu viens de squeezer ce sport. Non, mais bon, ça va, hein, on a le droit de ne pas aimer certains sports. Hein, je ne critique pas ceux qui l'aiment et ceux qui le pratiquent. Simplement, moi, c'est une culture que c'est un sport que je n'arrive pas. Quoi. Mais je m'amuse avec mes potes américains ici quand tu regardes du baseball. Je m'amuse et eux, c'est pareil pour le foot. Hein. Eux, ce qu'ils appellent le soccer, c'est pas vraiment… c'est pas leur truc. Quoi. Ok, en tous les cas, tu nous as donné pas mal de tips donc sur ton expérience, sur comment tu t'y es pris en te cassant la figure, en remontant, en y allant, en sortant de ta zone de confort. Et moi, forcément, je vais te poser deux dernières questions. Est-ce que tu travailles à l'intuition? Ça va être ma première question. Je te laisse me dire. Oui, je travaille aussi à l'intuition. Pas tout le temps, mais souvent. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai l'intuition tout le temps juste. Parfois, je me trompe. Parfois, non. Parfois, je le sens très bien. Là, par exemple, l'affaire que j'ai faite, le dernier salon que j'ai ouvert au mois d'octobre, on était en plein Covid. Un magasin sur 3, 2 magasins sur 3 à Vegas étaient fermés. J'ai eu l'intuition que ça allait marcher. J'ai eu l'intuition que c'était le moment de le faire.
Ok. d'aller à contre-courant parce que voilà, j'ai eu l'intuition, j'ai senti l'affaire. Voilà. Donc, et j'ai pas eu tort parce qu'aujourd'hui, nous aussi à Vegas, il faut savoir que là, on est début juin et que tout a réouvert, les clubs. Là, ce week-end, les boîtes de nuit, 5000 personnes. Hier, il y avait un match de hockey, 17 000, 18 000 personnes. Enfin, là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien, c'est fini chez nous. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc, on Ok. est totalement. Donc, aujourd'hui, le Tu monde est as bien fait. revenu. Tu as bien Ah, fait donc donc, d'ouvrir j'ai ce. bien fait. Ok. J'ai bien fait d'ouvrir ce salon. Donc, ça, c'était une intuition. L'intuition, quand je suis venu en Amérique, bien sûr. Bon, ça, c'était plus d'excitation que l'intuition. Je pense que, ouais, quand je suis venu en Amérique et j'ai abandonné la France, même si la France me manque, hein, je reste toujours un franchouillard et un amoureux de la Fait France venir du inconditionnel. saucisson et du fromage. Ouais, ouais, exactement. Donc, je reste quand même français à 100% et fier de l'être. Mais voilà, j'étais excité de sortir de ma zone de confort, d'aller connaître quelque chose de différent. Mais oui, j'ai souvent travaillé à l'intuition. Ouais, Ok. souvent. Ok. Ouais. Alors donc, ma seconde question, parce que tu as répondu oui, je vois que tu as des bracelets qui peuvent véhiculer de l'énergie. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout si c'est pour toi une question de mode ou si tu attaches une importance à l'énergie. Est-ce que tu as déjà ressenti des choses énergétiquement ou étrangement en coiffant des clients? Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Ouais, ouais. On sent des choses, bien sûr. On sent des choses. Et on doit le sentir. Déjà, des choses assez simples. On sent quand une cliente ou un client n'a pas envie de parler. Et Donc, on le, donc, et on donc, le faut pas laisse parler. tranquille. Ouais, On voilà. laisse faire. Et parfois, c'est pour ça que je forme tous mes employés, parce que je leur apprends. Il y a des coiffeurs et il y a des gens, pas que c'est des pipelettes. Voilà, ils ont envie de parler, ils ont envie de parler, ils ont envie. Ils pensent qu'en parlant, on va créer de la connexion, on va créer la clientèle. Non, parfois, vous allez créer votre clientèle sur certaines personnes, vous allez les fidéliser et faire en sorte qu'ils aient une bonne expérience parce qu'ils ne parlent pas et vous ne leur parlez pas. Donc C'est ça, c'est aussi une ça. énergie. Hein. Eh Ouais, c'est oui, aussi c'est ça, une énergie. ressentir. Hein. Ouais. C'est une énergie à ressentir qui est très, très, très importante. Voilà. Ok. Ça, c'est très important. Il y a l'énergie, mettons, je peux vous raconter une petite histoire. Ah oui, si tu as des Euh, anecdotes ou une, on prend. Hein. ouais, j'ai une anecdote. Écoutez, Ouais, bon, j'ai cette cliente jolie, 50 ans, belle femme, très belle femme. Savoir qu'aujourd'hui, à 50 ans, les femmes sont exceptionnellement belles. C'est la chance qu'on a, nous, notre génération de coiffeurs, on a quand même une chance énorme. Ça veut dire que dans notre génération, la femme de 50 ans, elle a 20 ans, quoi. Qu'elle soit mariée ou célibataire, la femme de 50 ans est magnifique. Et ok. elle est entretenue, elle mange sainement, elle va au sport, elle prend soin d'elle, elle est. Voilà, quoi. Ça n'a rien à voir avec 2 ou 3 générations en arrière. Et ça, c'est une chance pour nos coiffeurs parce que ça nous permet de nous éclater dans le boulot bien plus. Voilà. Donc, ça, c'est top. Donc, j'avais cette cliente-là et elle veut des extensions. Donc, ouais, super. Donc, j'ai mis les extensions, magnifique. Extension blonde, donc magnifique blond. J'avais fait des mèches avant, super et tout. Et donc, elle voulait des extensions pour beaucoup de masse, surtout avoir de la masse, qu'elle avait un manque de masse. Et puis, en lui mettant les extensions, elle s'aperçoit que bon, ben, il y a un peu plus de longueur aussi. Il y a la masse plus la longueur. Et au départ, elle voulait qu'on reste à la même longueur, donc je recoupe plus ou moins à la longueur initiale qu'elle était. Et elle s'aperçoit qu'avec la longueur, et ça, c'est toujours pareil, waouh, c'est super joli. Je dis, écoute, regarde, je te fais la coupe, je te fais une coupe, je te les mets bien comme il faut, je te fais une super coupe sur cheveux longs, un peu plus long, tu regardes ce que ça donne et tout. J'ai fait une super coupe, super nickel et tout. Et bon, je sentais tout le long, je connais cette cliente et je sens qu'elle a une énergie où elle se sent vieille. Ah, Et elle n'a pas envie de ressembler à la nana de 50 ans qui fait tout pour en paraître 20. Est-ce ok. que je veux dire, ce genre de. Ouais, je Ça, je comprends. le ressens. Alors qu'en fait, ce que je l'avais fait, c'était très chic, très élégant et ça va parfaitement bien aux femmes de 50 ans d'aujourd'hui. Ça lui allait très, très bien. Et moi, comme je me plais à ma cliente, j'écoute. Moi, je ne pense pas. Je vais te dire un truc. Moi, si je suis célibataire aujourd'hui, souvent aujourd'hui, je vois dans mes salons des femmes de 50 ans qui viennent avec leurs filles de 20, 25 ans. Et je peux te dire que dans les 3 quarts du temps, eh ben, je préférais sortir avec la mère que sortir avec la fille. Oh là là. Hein? Ben, je trouve que Ouais. la mère a beaucoup plus de chic
d'élégance que la fille, encore Parce à qu'elle a 25 ans. l'expérience, elle a l'expérience client. Exactement. Donc, je lui dis ça, mais sur un ton rigolo. Oui. Ça l'a fait rire de suite. Ça l'a décomplexé de suite. Elle m'a dit, tu sais quoi, t'as raison, je reste comme ça. Ah. Donc ça, c'est l'énergie qu'on doit ressentir. Il y a une énergie, on doit être un peu mentaliste sur nos clients. On doit les guider. On doit prendre le contrôle. Ça fait partie des facettes du métier. On a le côté technique qui doit être fort, on a le côté artistique qui doit être fort, on a le côté entrepreneur qui doit être fort à un moment donné pour ceux qui veulent se développer et avoir leur propre salon. Et puis, on a le côté un peu mentaliste, un peu psychologue, un peu alors forcément, diplomate. là, forcément, je vais te préciser parce que tu vas le voir prochainement sur les réseaux. J'ai développé une technique que les mentalistes utilisent et que j'enseigne aux coiffeurs avec le morphing intuitif. Donc, je dis tout de suite, quand tu verras ça, ne pense pas que je te l'ai pris parce que c'est déjà écrit, mais je suis tout à fait d'accord. Nous sommes des mentalistes ou des Sherlock Holmes, comme on veut, mais on doit mener l'enquête ou ressentir ou, pour l'expérience client. Hein. Et puis de plus, rien n'appartient à personne. Oui. Aucune technique n'appartient à personne. Et moi, je vous conseille de prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce que vous voyez à droite à gauche. Moi, comment j'ai démarré? Je vais t'expliquer un truc. C'est que le coiffeur qui m'a le plus appris dans ma carrière, d'accord, c'est au tout début de ma carrière, on se détestait. On ne pouvait pas se voir. On s'est haïs pendant des années. On s'est fait la guerre pendant des années. Mais le mec, moi, je sortais de CAP. J'étais en brevet professionnel. Et donc, j'étais embauché à l'époque dans un salon de coiffure. Et il y avait ce coiffeur qui bossait là-bas, qui était le coiffeur leader. Ah. Donc, tous nos opposés. Il était extrêmement gay. J'étais extrêmement playboy. Ok. Déjà, première chose. J'étais débutant. Il était confirmé. Il était déjà bien confirmé. Il n'avait pas un gros relationnel public, un gros relationnel avec ses clients. Moi, j'avais un énorme relationnel avec mes clients. Et en fait, j'avais tellement faim à l'époque, j'étais tellement excité que je me lançais dans tout ce quoi. Même, ok, tu veux du blond? Ok, ça va. Je me dis, t'inquiète, je sais faire. J'ai vu. Et donc, j'ai commencé à monter ma clientèle, mais qui à l'époque m'accordait beaucoup plus de sympathie, peut-être, parce que j'étais encore débutant. Donc, je l'ai monté à la sympathie. Et lui, il s'est senti... on est rentré en compétition. OK. Et donc, moi, le seul moyen pour moi de m'en sortir et de combler mon manque de compétences techniques, artistiques, parce que je sortais du CAP, c'était de copier ce qu'il faisait, quoi. Et c'était de voir ce que lui faisait, quoi. OK. Et ce mec était un talent pur. Il t'a donné des ailes. Ouais, j'ai beaucoup, et je pense que j'ai appris beaucoup dans ce métier, mais je pense que ça fait partie, c'est la personne de qui j'ai le plus appris. Ok. Ouais, ça, c'est génial début, aussi. Voilà. Donc, voilà. Et non, ça, c'est des petites anecdotes. La coiffure, c'est magnifique. On a tous des anecdotes extraordinaires. Et aujourd'hui, avec 25 ans de métier, parfois, tu t'autonalises, tu regardes ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as loupé, ce que tu as réussi, et t'en rigoles parce qu'il y a des choses qui fait que ouais, c'est rigolo. La vie, elle est surprenante parfois. Et est-ce que tu n'as pas, c'est quelque chose que je découvre en ce moment, je forme donc mon personnel et à chaque fois je me dis waouh, la masse de travail qu'il y a à transmettre, c'est bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est ça que je veux transmettre au grand public, c'est qu'il y a une somme de travail énorme quand on veut être un bon coiffeur et que la palette de savoir, elle ne s'arrête jamais. C'est toute une vie qu'on doit se former. Alors, c'est clair, c'est toute une vie. Voilà, on ne s'arrête pas d'apprendre, on apprend tous les jours, on apprend de ses propres erreurs d'abord. Avant d'apprendre des autres, apprendre de vos erreurs, ça c'est déjà très important. Voilà, ça c'est assez important. Voilà, moi j'en ai eu des erreurs, j'en ai fait, j'en ai raconté, j'en ai plein d'autres, j'en ai d'autres. Je pense qu'il y aura un livre d'ici un an ou deux qui sortira. Ah, ça serait cool. Voilà, on en parle avec des gens qui sont intéressés, on en parle bien. C'est pareil, comme on disait, j'ai failli oublier ce point-là. Il y a des émissions en France qui parlent de coiffure. C'est toujours un peu sur des thèmes, c'est pas dissonant, mais c'est toujours
très, très marketé gay, comme tu disais tout à l'heure, avec des coiffeurs soit très bêtes, soit qui ont tout loupé, des programmes qui se détruisent un peu dans l'œuf parce qu'on ne les publie pas aux bons horaires, ou alors voilà, je trouve que le métier, il n'est pas souvent mis en valeur avec tout ce qu'on apporte. On l'a vu pendant le confinement, hein. Les gens avaient besoin de nous, et on a l'impression qu'après, ça retombe un peu comme moi, c'est ce qui m'a donné l'envie de mettre en lumière plus notre métier. Ah bah, c'est évident que lors du premier confinement, waouh, les coiffeurs, ils ont eu une autre image. Mais comme je vous ai dit, à un moment donné, il faut, voilà, la première des choses à faire quand vous montez votre carrière, investissez en vous. Sport, culture, nutrition, business, hein, expression, nutrition. investissez en vous. Ensuite, quand vous allez ouvrir votre business, réinvestissez dans votre business. Ouais. Quand vous gagnez de l'argent, réinvestissez dans votre business. Ouais. Et quand votre business est vraiment florissant et que vous avez fait ces étapes, c'est les 3 étapes là, ce que je vous donne. C'est vraiment des tips. Après, quand vous avez de l'argent, là, après, vous allez pouvoir vous acheter des belles voitures, des belles montres, acheter des maisons, faire de l'immobilier si vous voulez, investir et grandir. Parce qu'on oublie de le dire pour les jeunes qui voudraient faire ce métier. C'est un métier qui peut rapporter quand on sait bien investir, bien se positionner. Oui. Voilà. Et il suffit pas d'aller en Amérique pour bien gagner sa vie. On peut très bien gagner sa vie en France avec la coiffure, attention. Parce que je vois déjà des gens qui peuvent dire oui, mais en Amérique. Non, en Amérique, c'est très, très dur. Il faut savoir qu'en Amérique, on peut tout perdre du jour au lendemain. Par rapport à la France, on n'a aucun filet de sécurité. Moi, j'en ai encore eu d'autres d'échecs. Oui, moi, voilà, en Amérique, on crée, on marche, on gagne de l'argent, mais ça peut s'arrêter à la minute. Okay. Il n'y a pas de… Voilà, tout peut s'arrêter à la minute. Et qui que ce soit, hein, que ça peut être un entrepreneur d'un petit magasin jusqu'au plus grand, la plus grosse des fortunes, propriétaire de la plus grosse boîte de Wall Street. Pour tout le monde, on est tous au même enseigne. Ok, les employés comme les employeurs, là, pour le coup, c'est pareil pour tout le monde. Tout peut s'arrêter à la minute. Ok. Tout peut s'arrêter très vite. En Amérique, c'est comme ça. Il n'y a pas de filet. Ok, alors après, moi, j'ai une dernière question qui était perso. Est-ce que tu connais Stéphane Vanel? Oui. Alors, je ne le connais pas, on n'est pas amis personnellement. Okay. On n'est pas amis personnellement. On s'est rencontrés à Vegas 1 ou 2 fois. On a dû se serrer la main et dire bonjour 1 ou 2 fois à l'occasion parce qu'on a des amis en commun français à Las Vegas. Je sais qu'il était à Las Vegas pendant un moment. C'est un magicien, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et donc, il fait partie des premières personnes qui ont accompagné mes premiers pas de coiffeuse studio. Et donc, Stéphane, je l'ai eu longtemps à côté de moi, qui manipulait des cartes pendant les castings, pendant des heures. Et aujourd'hui, on le voit comme ça, tac, on a l'impression qu'il a réussi pareil, qu'il est à Las Vegas et que waouh, c'était le feu. Ouais. Moi, je l'ai vu s'entraîner pendant que je le coiffais, pendant qu'il attendait, pendant des journées de shooting entières. Et du coup, je voulais savoir si ce petit truc-là pouvait se passer, que tu le connaisses. Ouais, bah, après, quand on est expatrié dans des villes comme Vegas, entre expats, entre Français, on arrive toujours à avoir des connexions où on se connaît. Et donc, alors, on n'a pas tous des affinités à devenir spécialement amis et partir en vacances ensemble. Chacun sa vie. Parfois, il y a des atomes crochus, parfois pas. Mais bon, voilà, au moins, on est sûr qu'on se croise tous à un moment ou à un autre. Alors, du coup, moi, je passe le bonjour à Eric Dumont et puis toi, à Stéphane Vanel, si tu le revois. Oui, c'est ça. Okay. Ça. En tous les cas, Claude, ben voilà, ça fait un petit moment. Je pense qu'on a été full. On a vu large avec toi tous les possibles. Et c'était vachement sympa de t'avoir en ligne, là, comme ça, ce soir. Donc, je vais te dire un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as dévoilé. Hein, et te dire peut-être à très bientôt à Las Vegas. En vrai, peut-être je viendrai. Bah, écoute, avec grand plaisir. Déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je suis vraiment honoré de faire partie de ton casting aujourd'hui et de faire partie voilà, des gens que tu as pu interviewer. Merci pour le coup de lumière que tu as mis sur ma carrière en France et à Vegas. C'est très sympa. J'ai vraiment
Tu vois, ça fait un moment qu'on est là, mais j'ai vraiment l'impression que tu as démarré il y a 5 minutes. Tu vois, parce que quand on parle de choses et qu'on est entre passionnés, ça va très vite et on ne voit pas le temps passer. En tout cas, c'était sympa. Bonne continuation à toi. Merci pour ce que tu fais pour mener la coiffure, parce qu'on a besoin de gens comme toi. C'est exactement ce que j'ai dit à Eric quand je l'ai rencontré. On a besoin de gens comme vous pour tirer la coiffure vers le haut. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et moi, je suis toujours à disposition. Je suis disponible pour tout le monde. Donc, à l'occasion, on se verra. Soit quand je viendrai en France, si on peut se rencontrer. J'espère qu'il y aura à nouveau des grandes réunions de coiffure, des grands salons où on pourra rencontrer un peu tout le métier et que je pourrais venir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un MCB, par exemple. Ça va faire au moins 10-12 ans que je n'ai pas dû y aller. Jamais le temps. Et plein de choses comme ça, rencontrer un petit peu les gens, j'adore. C'est super sympa. En tout cas, voilà. C'était un grand plaisir de partager 7h30 ensemble. C'était vraiment cool. En tout cas, merci Claude et à bientôt. C'est moi. Merci beaucoup. Au plaisir.